Bonjour, aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble à la manière dont nous pourrions remplacer le concept de force par le concept de ligne droite. Une chose que vous savez probablement déjà, c'est que dans un plan, quand on s'amuse à faire des triangles, ils ont certaines propriétés. Voici un triangle. À partir de ce triangle, on peut réaliser ce qu'on appelle un pavage périodique du plan. C'est-à-dire qu'on prend le triangle, et on fait comme votre carreleur, on le remet, de manière à remplir à peu près toute la surface qu'on a envie. Démonstration. Etc. Le dessin n'est pas magnifique, mais je pense que vous avez compris l'histoire. Regardez bien ce qui se passe, vous êtes déjà au courant. Ici, nous avons le premier angle de notre triangle, ici le deuxième, ici le troisième. Le deuxième se retrouve ici. Le premier se retrouve ici. Et donc, on voit bien que la somme des trois angles d'un triangle, quel qu'il soit, il n'y a pas plus quelconque que ce triangle, il est quelconque jusqu'à l'ennui, fait 180 degrés. Les plus mathématiciens d'entre vous diraient plutôt pi. Comment réussit-on ce tour de passe-passe? On trace des parallèles. Ça marche parce qu'il existe des parallèles. Parce que, comme disait un grec qui est mort, ne le cherchez pas, enfin si, il s'appelait Euclide, à partir d'une droite, par un point, on fait passer une droite parallèle et une seule, à la première droite. C'est lui qui a décidé ça. Personne n'est capable de démontrer que c'est possible. On peut imaginer que par un point ne passe aucune droite parallèle à une autre, ou au contraire une infinité. Par exemple, si les 180 degrés sont déjà pris par les deux autres angles, par exemple deux angles droits, il va être très compliqué de faire le troisième angle. Voilà, là on a déjà 90 et 90, ça fait 180. On pourrait imaginer, à la limite, si on veut être sympa, que ces deux lignes parallèles se coupent à une distance infinie, avec un angle de 0, et on reboucle notre triangle. Mais c'est un petit peu un cas extrême, bien entendu. Par contre, imaginez qu'on se téléporte dans un univers parallèle. Un univers fait de fourmis en deux dimensions. L'univers de ces fourmis à deux dimensions est une grande sphère. On va l'appeler l'unisphère. Dans l'unisphère, les fourmis sont comme nous. Elles sont extrêmement petites par rapport à la sphère, un peu comme nous sur Terre finalement. Et lorsqu'elles dessinent des triangles, des tout petits triangles, la somme de leurs angles fait à peu près 180 degrés. Leur triangle rectangle vérifie le théorème d'Archimède. Leurs petits cercles de rayon R ont un périmètre de 2πr et une surface de πr au carré. Par contre, à l'échelle cosmologique de l'unisphère, on peut tracer notre triangle à deux angles droits. Et on peut même s'amuser encore un peu plus que ça. On peut par exemple tracer un triangle à trois angles droits. Ici, ici, ici. Par exemple, ici ce serait une sorte de pôle nord, et ici deux points situés sur l'équateur, à 90 degrés de différence de longitude. Et encore, je ne me suis pas forcé. Là, la somme des trois angles fait 70 degrés, mais on pourrait imaginer beaucoup plus, bien entendu. En effet, dans cet univers, je vous rappelle que une ligne droite, c'est ce qu'on appelle un grand cercle. Prenez par exemple cette magnifique balle de jonglage et ce très sympathique élastique japonais, bien pratique pour faire de la magie. Si je le tends, il va tout de suite prendre comme forme une ligne droite entre deux points. Si je l'oblige à être sur la sphère, sa ligne droite, c'est ce qu'on va appeler un grand cercle. Si je prends un autre élastique, je n'ai pas moyen de le mettre autrement que de faire en sorte qu'il coupe le premier en deux points. Il n'y a pas de droite parallèle là-dedans, ça n'existe pas. Si j'en prends un troisième, par exemple bleu, bon, ce sera un peu bleu sur fond bleu, mais je peux, si j'ai envie, réaliser mon triangle à trois angles droits, comme vous pouvez le constater. Par exemple, ici. Je vous rappelle que ce qu'on appellerait par exemple sur Terre des parallèles
savez, vous avez les méridiens et les parallèles pour se repérer sur Terre. Ce ne sont pas des droites, hormis l'équateur. Si je prends encore un autre élastique et que je tente de le garder parallèle à l'élastique bleu, par exemple, dès que je lâche, il saute. Ce n'est pas du tout une ligne droite. Il passe son temps à être repoussé, par exemple, si je le parcours comme ça, vers la gauche, dans l'autre sens vers la droite, pour rester. La seule manière de faire des arcs de grand cercle, enfin des droites, ce sont les arcs de grand cercle, comme par exemple ces deux-là. Il résulte naturellement de la géométrie de l'unisphère qu'il existe des forces attractives entre les points, les fourmis par exemple, qui décident de monter dans la même direction, mettons. Nous avons fourmi 1, fourmi 2, qui partent tout droit depuis l'équateur, perpendiculaire à l'équateur, tout droit. Et bien il y a une force mystérieuse et invisible qui va les faire s'attirer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au pôle Nord. Donc ça, c'est une force assez étrange qu'il convient d'étudier, évidemment. Arrive une première fourmi que nous allons appeler Isaac. Isaac est une fourmi très intelligente, très forte en maths, qui porte toujours une jolie perruque. Et Isaac va mettre au point une théorie qui va expliquer cette force d'attraction étrange. Isaac va décider qu'il existe une force qui s'exerce entre n'importe quel objet ou fourmi dans l'unisphère, qui est d'autant plus grande que les points ou les masses, les fourmis sont loin, puisque deux fourmis côte à côte se rapprochent très très peu à chaque seconde ou à chaque mètre parcouru, alors que deux fourmis très éloignées se rapprochent énormément à chaque mètre ou à chaque seconde parcourue. Isaac met tout ça en équation et tout ça marche très bien. Ça explique beaucoup de choses. Par exemple, si nous construisons un mur, mettons, le long de l'équateur, et qu'une fourmi essaye de longer ce mur, puisqu'elle est un peu au-dessus du mur, nous l'avons vu, sa ligne droite normale va être de se rapprocher du mur, puis s'il n'y avait pas de mur, de croiser l'endroit où devrait y avoir le mur, etc., pour faire son arc de grand cercle. C'est-à-dire qu'en allant par là, il faut tout le temps qu'elle pousse avec ses petites pattes, éventuellement qu'elle pousse sur le mur, à la limite si elle a touché le mur, vers sa gauche, vers notre haut à nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour réussir à maintenir sa trajectoire le long du mur. Elle est attirée par la force, donc elle appuie sur le mur, elle sent son poids sur le mur, et tout le temps elle est en train de pousser sur ses petites papates pour repousser le mur, pour repousser son poids et marcher entre guillemets droite, c'est-à-dire longer le mur à distance continue. Tout ça marche très bien, la théorie d'Isaac est merveilleuse. Il reste un petit truc un peu louche dans la théorie d'Isaac, c'est que toutes les fourmis, ou même les fourmis véhiculées, ou ce que vous voulez, n'ont pas la même masse, c'est-à-dire la même quantité de matière, c'est-à-dire la même inertie. Pour faire changer de trajectoire une fourmi très légère, enfin avec une très faible masse, il faut une toute petite force. Et puis si vous avez une fourmi dans un gros camion, une fourmi extrêmement lourde, etc., il faut beaucoup plus de force. Or, reprenons notre exemple, quelle que soit la fourmi, ou même le véhicule, qui part des différents endroits, ils vont suivre la même trajectoire. Si ici je mets une fourmi légère ou lourde, elle va subir la même attraction vers les autres et vers l'espèce de pôle, enfin, par exemple j'appelle le pôle Nord, ça dépend d'où on part, que les autres. Alors Isaac se dit, qu'à cela ne tienne, je décide aussi que ma force, elle est proportionnelle à la masse, à l'inertie de chaque petite fourmi. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois plus de force pour faire tourner une fourmi 2 fois plus massive, mais justement ça tombe bien, ma force, elle va être 2 fois plus grande, et ça va se compenser. Tout le monde suit les mêmes trajectoires. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Un peu plus tard, arrive une autre fourmi, qu'on va appeler Steven.
Steven n'a pas de perruque. Et ce qui dérange Steven, c'est que cette force, la force d'Isaac, agit à distance. Et ça lui plaît pas. Ça lui plaît d'autant moins qu'il a beaucoup... là, on parle de ce qui se passe sur des fourmis qui peuvent être très loin dans l'unisphère. Steven, il s'intéresse à ce qui se passe dans un microscope, pour ainsi dire. Il s'intéresse à ce qui se passe à très petite échelle. Et à très petite échelle, Steven a découvert qu'il y a d'autres forces. On peut trouver des forces. Et alors que pour s'exprimer, en fait, les forces, eh ben, elles s'envoient des particules, elles le reçoivent, hop, je t'envoie un paquet, et ça, c'est ce qui gère l'interaction à petite échelle. Alors Steven se dit, écoute, Isaac, moi, ta force à distance véhiculée par on ne sait quoi, ça ne me plaît pas, je n'aime pas ça, j'ai décidé que je vais recréer ta théorie, mais avec tout le monde qui s'envoie des petites billes, des petites particules qui véhiculent la force et qui va faire en sorte qu'on s'attire, comme tu l'as prévu, mais pour des raisons plus profondes. Alors Steven, qui travaille très dur, c'est un excellent mathématicien, mais alors le problème est très dur, et aux dernières nouvelles, il n'y avait pas encore de solution. C'est alors qu'arrive une troisième fourmi. Celle-ci, nous allons l'appeler Albert. Albert a une grosse moustache. Oui, dans mon histoire, Albert arrive après Steven. Vous noterez qu'entre Isaac, Steven et Albert, la seule fourmi non juive du tas, c'est Isaac. Alors, faites attention, la prochaine fois, vous croiserez un Salomon. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Et alors Albert, ça lui prend un coup, il leur dit à tous, « Mais non, mais vous êtes tous cons, quoi !» C'est la géométrie de notre sphérivaire qui explique la trajectoire de tout le monde. Chacun va en ligne droite. Comme c'est courbé, ça se recroise à un moment, d'autant plus qu'on est plus loin. C'est simplement la géométrie. Tout le monde suit sa ligne droite. La ligne droite, c'est la même pour tout le monde. Évidemment, la masse n'intervient pas. Géométriquement, on voit bien que plus on est loin, plus on va se rapprocher vite. Bref, tout marche. Donc Albert, qui se débrouille aussi en maths, peut-être un peu moins bien que Steven, mais il trouve des copains pour l'aider, il met au point son système, qui, quasiment tout le temps, va dire la même chose qu'Isaac, sauf dans les cas les plus tordus, il va dire la même chose, mais il va les dire pour des raisons qui n'ont rien à voir. Il pourrait dire pour des raisons plus profondes, qui vont un peu plus loin dans la réalité des choses. Et puis aussi, le système, la pensée d'Albert, nous amène sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la théorie d'Isaac. Isaac, il voulait simplement expliquer la trajectoire des points. Mais on peut penser à d'autres choses avec la théorie d'Albert. Déjà, dans la théorie d'Albert, l'unisphère est un ensemble fini. Il est fini. Si vous partez dans une direction, vous revenez dans l'autre, vous revenez de l'autre côté, sans avoir jamais rencontré de mur, de limite. Il y a un ensemble fini d'endroits où on peut aller, une surface par exemple finie, sans qu'il y ait de mur pour délimiter l'unisphère. Prenons un autre exemple. Albert va prédire dans l'unisphère que si une fourmi souffle dans un ballon, petit ballon de dimension. Donc pour les mauvaises langues, ça c'est un ballon de dimension, ça c'est une fourmi qui souffle dedans. Au début, le ballon va gonfler normalement. La circonférence du ballon va croître comme 2π fois le rayon, et puis sa surface, qui est la quantité d'air bidimensionnel soufflé dans le ballon, va croître comme π fois le rayon au carré. Au fur et à mesure que la petite fourmi va souffler dans le ballon, l'accroissement de sa périphérie va diminuer, va être de moins en moins, plus en plus petite par rapport à 2π fois son rayon. Pareil pour sa surface, la quantité d'air qu'elle va contenir. Si on continue, si la petite fourmi continue de souffler, car c'est une petite fourmi qui a beaucoup de souffle, on va se retrouver avec un ballon qui remplit la moitié de la taille de l'univers. Donc il va se passer quelque chose de très spécial. Par exemple, là, le ballon de courbé, très courbé au début, de plus en plus large, il devient complètement plat.
Là, c'est plat. La surface, elle est plane, c'est une ligne droite. C'est comme si chez nous, c'était un plan. À force de souffler, il s'aplatit complètement. Et puis, si la petite fourmi et le périmètre, il arrive à un maximum. Si on continue à souffler, alors qu'on a continué à souffler, qu'il y a plus d'air dans le ballon, le tour du ballon, son périmètre, un peu comme si notre surface à nous, elle diminue. Après passer par un maximum, il diminue. Et en plus, cette fois-ci, je rappelle qu'une ligne droite qui partirait de là, elle irait par là, hein, ou une droite qui irait par là, elle irait par là. Là, elle est tout le temps incurvée. Elle est concave, la surface du ballon. Donc la ligne, en l'occurrence en 2D, c'est comme si nous, à force de souffler, il devenait plat et concave autour de nous. C'est-à-dire que la petite fourmi, elle est entourée par le ballon maintenant. Elle se retrouve, logiquement, la chose à dire, c'est qu'elle est à l'intérieur de la surface. L'air soufflé est à l'extérieur et elle est à l'intérieur. Si on continue, elle va être de plus en plus tassée, de plus en plus enfermée par un ballon qui va être de plus en plus courbé vers elle et de circonférence de plus en plus petite, entourée, quoi, en des dimensions seulement. Et si elle souffle jusqu'au bout, eh bien, pour la gloire de la science, elle aura déterminé le volume, c'est-à-dire la surface complète de son univers, et bien entendu, toutes les fourmis seront mortes là en un seul coup. La science, des fois, c'est un peu con. Ça, ce sont des choses que les forces d'Isaac ne prédisent pas, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Pourtant, on pourrait aussi se demander est-ce qu'il y a des forces, je souffle dans un ballon, est-ce qu'il y a des forces particulières qui vont le faire revenir autour de moi, mais c'est très complexe à comprendre avec des forces. Une autre chose rigolote que prédit Albert, c'est la manière dont on change de direction quand on se balade. Si on est dans un univers parallèle, avec des fourmis qui sont comme ça dans un plan, il n'y a pas ces trois-là. Une fourmi qui tient un stylo, par exemple, qui va se déplacer sur un trajet. Elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est son problème, c'est sa vie. Puis au départ, elle tient le stylo comme ça. Elle va le garder tout le temps, parallèle à lui-même. Bon, on est d'accord que le stylo, on peut faire ça 10 000 fois, il reste parallèle à lui-même, il n'y a pas de souci sur le sujet. Si elle regarde dans une direction, elle peut toujours regarder dans une direction, il n'y a rien de particulier qui se produise. Vous allez me dire, je ne vois pas pourquoi il se passerait quelque chose de particulier, par quel effet de force est-ce que le stylo, dans son mouvement parallèle à lui-même, quelle force pourrait le faire tourner sur lui-même malgré tout, induire une rotation, qu'il faudrait peut-être éventuellement compenser si on peut. Quelle force pourrait générer un truc pareil? Allons voir dans le monde des fourmis. Dans l'unisphère, c'est assez différent. Regardez. Reprenons notre triangle à 3 côtés perpendiculaires de tout à l'heure. Une fourmi qui part d'ici avec un stylo vers le haut, par là. J'ai oublié que je n'étais pas gaucher, c'est pas grave. Elle va ici, elle va arriver ici avec son stylo. Par exemple, sa flèche, si vous voulez, orientée par là. Ensuite, elle va se déplacer ici. Donc, elle va toujours maintenir sa petite flèche dans la même direction. Elle arrive, d'ailleurs, parallèle à l'équateur. Puis elle va reculer. Et elle va ramener sa flèche par là. Et la flèche a tourné. Démonstration avec cette medicine ball qui pèse 1 tonne. Je pars d'ici, mon stylo est vers le haut. Je monte, toujours parallèle. Je redescends de l'équateur. Et je reviens là. Je suis parti comme ça, je reviens comme ça. Vous pouvez observer l'effet que si vous regardez par exemple le point de valve de cette balle de jonglage, et que si vous la tournez comme ça, tout le temps vous le ramenez au point de départ, mais le point, je ne sais pas si vous le voyez, le point, lui, se déplace. Démonstration sur Google. Donc, comme je le disais, si vous avez la flemme d'essayer avec une vraie balle dans la vraie vie, vous pouvez toujours utiliser un outil virtuel comme Google Earth, par exemple. Donc, si vous prenez un point de la Terre et que vous lui faites faire de petits cercles,
progressivement, regardez, je fais un petit cercle et je ramène tout à son point de départ. Ça a légèrement tourné dans le sens, l'axe de la Terre a légèrement tourné dans le sens dans lequel je tournais. Regardez, le nord ici, si je clique, voilà, il n'y avait pas grand chose parce que j'ai encerclé une petite quantité de courbure. Mais si je le fais un certain nombre de fois, ça va devenir de plus en plus évident. Là, vous pouvez le constater. Vous voyez bien que ça tourne petit à petit, progressivement, dans le sens dans lequel je fais moi-même tourner un point donné de la sphère. Évidemment, si j'encercle dans mon trajet une plus grande quantité de courbure, ça aura un plus grand effet. Là, si je prends et je commence à faire des plus grands tours, vous voyez, en un seul tour, je reviens à mon point de départ. En un seul tour, ça a bien tourné. Donc, par exemple, ce qu'on peut aller faire, sinon, autre possibilité pour voir la chose, on va aller prendre un pays qui est sur l'équateur. Au hasard, on va prendre l'équateur. Pas ici. Je remets le nord bien en haut. Je vais prendre l'équateur. Je mets à peu près face à moi. Je vais le monter là où est actuellement, pour l'instant, le pôle Nord, par là. Hein. Je vais le redescendre sur ma ligne d'équateur à moi. Et puis le remettre à sa place. Donc, si je fais ça, je l'emmène tout en haut. Je l'incline. Et je le remets face à moi. Et comme dans ce que je vous ai expliqué avec les mains, ça a tourné à peu près de 90 degrés sur mon trajet. Voilà, toute la sphère a tourné, toute la Terre, son pôle Nord est maintenant par là-bas, et on peut le voir ici. Donc encore une autre manière, par exemple, vous pouvez en inventer énormément, des petites expériences comme ça. Une autre manière, vous mettez face, mettons, à la France. Vous allez prendre le point qui est à 90 degrés, là, donc au-delà du pôle Nord, bien sûr, parce que la France n'est pas sur l'équateur. Hein. Peu importe, sur la sphère, vous prenez un point qui est à 90 degrés, admettons. Vous l'abaissez, de 90 degrés comme ça. Vous l'amenez face à vous, puis vous le remontez. Donc là, on est bien revenu, sauf qu'on n'est plus du tout face à la France. Là, on va se retrouver, on est grosso modo face à la Thaïlande. Et en plus, le nord lui-même a un petit peu basculé dans l'histoire. Voilà. Avec ce genre de jeu, vous pouvez vraiment voir que lorsque vous avez ce qu'on pourrait appeler très vulgairement une variété riemannienne, peu importe, quelque chose de courbe, lui faire un tour complet et la ramener à son point d'origine ne remet pas tout dans son état d'origine, justement. Cet effet va dépendre de la quantité de courbure que vous enfermez dans votre trajectoire. Par exemple, là on avait enfermé 1/8 de la sphère dans notre trajectoire, et ça engendrait une rotation de 90 degrés. Et c'est un effet que vous aurez même si vous aplanissez votre sphère et que vous concentrez toute la courbure en un point. Exemple. Ça, c'est un Rubik's Cube. Vous avez une face blanche au-dessus, une face verte vers vous, et une orange à droite. À ma droite en tout cas. Si je mets par exemple mon stylo pour faire un marqueur, j'incline une fois vers le bas, une fois vers, on va dire, vers moi, et une fois je la remonte, on va dire vers ma gauche, le stylo, et la petite marque, le petit dessin qui était dessus, a tourné. D'ailleurs, ici vous avez une face rouge, et ici vous avez une face verte. La blanche étant revenue à sa place. On a tourné autour de ce point, tout est plan, mais toute la courbure qu'avait la sphère, c'est exactement la même chose, va être concentrée en ce point, une sorte de pi huitième de sphère d'ailleurs, tel que c'est usiné. Bon, peu importe, ça ne changerait pas grand-chose, mais c'est un point mathématique. Vous avez le même effet. Toutes ces choses qui nécessiteraient de nouvelles forces dans la théorie d'Isaac pour être expliquées sont assez naturelles dans la théorie d'Albert. Sachant que dans l'unisphère, il faudrait accomplir des distances complètement énormes de la taille de l'univers pour que ça se remarque. C'est pour ça que les petites fourmis, pour elles, dans presque tous les cas, les cas pas trop tordus, les théories d'Isaac et d'Albert sont grosso modo les mêmes.
leur compréhension, la compréhension qui est derrière est très différente. L'une, on pourrait dire que l'une est plus profonde que l'autre. Peut-être que certaines personnes diraient plus vrai, on ne sait pas. Mais pour la majeure partie des applications, si les gens trouvent que c'est plus facile d'utiliser la théorie d'Isaac, parce que les calculs sont plus faciles que celle d'Albert, dans 99% des cas, et voire 99,999, ils trouveront à peu près la même chose. Pendant ce temps-là, dans un univers parallèle, vous avez d'autres fourmis qui sont dans une selle de cheval. Elles sont ici, au creux d'une selle de cheval, ces petites bêtes. Vous voyez, par ici, pour nous, qui sommes en 3 dimensions, vous voyez, ces petites bestioles sont en 2 dimensions, je vous le rappelle. Ici, ça monte, alors que ici, ça descend. C'est comme c'est fichu comme ça, une selle de cheval. Pour ces petites bêtes, il se passe des choses complètement différentes. Leurs savants sont sur des trucs qui n'ont plus rien à voir. Autant dans l'unisphère, depuis Albert, on s'était dit, tiens, il n'y a pas de droite parallèle, par exemple. Autant ces petites bestioles-là, par une droite, par un point, mettons qu'on considère ça, toujours le point, c'est toujours la trajectoire la plus courte d'un point à un autre, hein, donc c'est leur droite. Si on met un point là, ben, y en a qui vont dire, attendez, moi je vous fais passer une parallèle comme ça, regardez, elle se touche pas. Il y en a qui vont dire, attendez, moi je vous en fais une passer une comme ça, elle se touche jamais, à l'infini, nulle part. Et puis je vous en fais passer autant que vous voulez, j'en ai une infinité. Quand je trace un cercle, ben, le cercle, c'est pas, au lieu d'être comme ça, bien plat, comme quand c'est dans le plan, ou comme ça quand c'est dans la sphère, bah, il va en avoir une partie qui remonte, une partie qui descend, donc il est plus long que par rapport à nos anciens cas. Donc nos cercles, bah, les petits cercles, ils font bien, ils nous ont mis une circonférence de 2 pierres, et puis la surface qui va bien, pierre au quart, etc. Mais plus ils sont grands, plus alors là, la circonférence, elle devient beaucoup plus grande que 2 pierres, là, ça remonte là, ça redescend, ça remonte, de l'autre côté, ça redescend, ça fait vachement plus de trajet. Pareil pour la superficie, du coup, il leur arrive un truc qui n'a rien à voir. Et actuellement, au moment où je vous parle, là où je vous parle, dans cet univers parallèle, les petites fourmis sont en train de bosser sur une force sombre qui fait que 2 petites fourmis qui partent, par exemple, ici, perpendiculairement ici, en ligne droite chacune, s'éloignent. Une sorte de force répulsive de l'univers, une force dite sombre, sur laquelle elles planchent et cherchent bien comment expliquer ça, d'autant qu'il se trouve que dans cet univers parallèle de l'unisphère, vous avez le jumeau parallèle cosmique de Steven, qui est en plein sur s'envoyer des particules de partout, et en plein univers de particules cosmiques, de tas de machins, pour expliquer cette force de répulsion sombre sur laquelle on planche. Alors maintenant, revenons un peu chez nous. On va essayer de regarder quelque chose de simple. Est-ce qu'il y a un effet qu'on connaît, qui est simple, sur lequel on pourrait se demander si on a eu un trajet un peu comme celui d'Isaac, et une réflexion comme celle d'Albert, serait-elle possible? Alors, dans l'unisphère, on ne parlait pas de ce qui était tout petit, on parlait de ce qui était grand. En ce qui nous concerne, on va essayer d'utiliser des choses accessibles. Or, figurez-vous que dans l'univers, au risque de vous surprendre, on est plutôt grand que petit. Si on s'intéresse aux échelles dans l'univers, nous, on est à peu près à l'ordre du mètre. Si vous êtes comme moi, vous faites plus de 30 cm et moins de 3 mètres de haut, votre échelle, typiquement, c'est le mètre. On appellerait 10 puissance 0 mètre, pour des raisons qui sont évidentes si on regarde 2 secondes. L'échelle la plus grande qu'on puisse concevoir, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de grandeur, on va dire, de l'ordre de grandeur de l'univers observable, à la louche. Une grandeur caractéristique. Ça va être en mètres, un 1 avec 26 zéros derrière, ce qui s'écrit beaucoup plus simplement comme ceci. 10 puissance 26 mètres.
De l'autre côté, vers ce qu'on conçoit de plus petit, alors, on pourrait débattre sur l'idée. Mais en tout cas, là où on estime que notre physique actuelle n'a plus strictement le moindre sens, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Alors, en longueur, en termes de longueur, ça correspond à 10 puissance moins 35, 0,350 et un 1 derrière, 10 puissance moins 35 mètres. Si vous faites la moyenne entre 26 et moins 35, moyenne géométrique, logarithmique, mais c'est pas non plus prononcer des insanités à une heure où les enfants peuvent regarder, vous voyez que le milieu, il n'est pas là. Le milieu, il va être par là, aux alentours de, disons, 10 puissance moins 4 mètres. C'est-à-dire un centième de centimètre. C'est l'échelle des acariens. N'oubliez pas qu'en échelle, le centre de l'univers, ce sont les acariens. Donc nous, on est un peu plus grand, on est plus grand qu'on est petit, en fait. Pensons à des choses à grande échelle. On n'en a pas 12 000, on en a 2, et vous me voyez venir quand même, je pense. Depuis le début, je vous parlais de la pesanteur, de la gravitation, de la loi d'attraction des corps, de ce qui fait qu'on se casse la gueule quand on se prend les pieds dans le tapis. Alors certes, quand on se prend les pieds dans le tapis et qu'on se casse la gueule, on a plutôt l'impression qu'il y a une force assez désagréable qui nous fait nous écraser par terre, plutôt que de nous dire qu'on accomplit une action géométrique. Est-ce qu'on pourrait quand même en arriver à quelque chose comme ça, un petit peu comme nos fourmis de l'unisphère et de la selle de cheval? La réponse est bien évidemment pas du tout. Démonstration. Prenons ces balles. La question c'est, est-ce qu'elles passent leur temps à faire des lignes droites quand je fais ça? Bien sûr que non. On ne peut pas dire qu'elles tracent des lignes droites dans l'espace, dans notre espace à 3 dimensions. Ça ne marche pas du tout, cette histoire. Il y a quelques siècles, il y en a qui ont essayé de faire une théorie de la gravitation à partir de la géométrie de l'espace. Ils ont essayé et ils ont eu des problèmes. Maintenant, c'est vous qui voyez. Regardez bien. Pour aller de cette main-ci à cette main-là, est-ce que je peux affirmer que la balle se déplace dans une trajectoire droite, en ligne droite, dans l'espace? Bien sûr que non. Évidemment que non. Parce que, sinon, que dire de cette trajectoire-là? C'est une autre droite qui joint mes deux mains, et celle-ci. Et celle-ci. Il y en a une infinité. Il y a combien de droites entre mes deux mains? Il n'y a que ça. Je n'ai pas de laser sur moi, malheureusement, mais si je prends une règle et que j'estime qu'elle est, grosso modo, indéformable, qu'elle ne se forme pas sous son poids, qu'elle suit simplement la géométrie de l'espace, alors voilà, la ligne droite, elle est là entre mes deux mains. On doit dire que ça, c'est la ligne droite, mesurée à la règle, et que toutes ces trajectoires sont des lignes droites. Et pourtant, on peut s'en sortir. Il y a un moyen. Mais il nous faut une autre notion, que nous n'exposerons pas dans cette vidéo, qui est largement assez longue comme ça. Cette notion, je vous lance le spoiler tout de même, cette notion, c'est l'espace-temps. Oui, parce que si au lieu d'attribuer à ma main, à chacune de mes mains, je ne sais pas, mettons une longitude, une latitude et puis une hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer, mettons, à chacune de mes mains, si je leur attribuais ces trois nombres, qui caractérisent l'espace, je leur donne en plus une date. Je sais pas, date, jour, heure, minute, seconde, ce que vous voulez. Alors, là, ma règle, elle trace une ligne droite entre les deux mains au même moment. Cette balle, elle va partir d'un instant de cette main-là, et elle va rejoindre l'autre main à un instant qui ne sera pas très éloigné. Maintenant, cette balle va suivre une autre trajectoire, qui pourrait être une droite dans l'espace-temps,
vers ma main gauche, beaucoup plus loin dans le temps. C'est une ligne droite entre deux points, mais ce n'est pas les deux mêmes points à chaque fois. Enfin, cette dernière ligne droite, elle va rejoindre ma main, elle va partir d'une main à un moment donné, et elle va joindre l'autre main, beaucoup plus tard, avec une grande courbure, cette fois-ci. Donc, petit spoil, il faudra bien entendu qu'on parle de l'espace-temps bien mieux que ça. Une seconde en temps équivaut en distance à 300 000 km. Oui, et ben c'est comme ça, et puis c'est tout. Imaginez que ma règle, là, elle fasse 300 000 km. Je peux quasiment aller chatouiller la Lune. Même si elle est très peu courbée chaque mètre, parce que c'est quand même ce qu'on voit dans l'espace pur, la partie uniquement spatiale, par rapport à moi. Par rapport à moi, parce que les parties espace, la partie ski étant, même quand je dis là, ce sont les deux mêmes instants, etc. Tout ça, c'est relatif au l'observateur, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, n'insistez pas. Si elle est extrêmement longue et que je la regarde quasiment dans l'axe, imaginez 300 000 km, et je vais venir la mettre tellement en diagonale qu'elle va aller entre mes deux mains qui sont éloignées de même pas un mètre. Alors même si chaque mètre elle a une courbe infinitésimale, on peut imaginer que, vu en projection, on puisse voir une courbure comme ça, sur 300 000 km pour une seconde. Une seconde de temps de vol, c'est à peu près ça. Voilà, cette courbure-là. 300 000 km dans cette distance, sens-là par exemple, on va dire. Vous imaginez ce que ça fait comme courbure? Quasiment que dalle. En fait, là où je triche, pour parler de ma ligne droite, c'est quand je prends tous ces intervalles de temps, qui sont équivalents à des intervalles d'espace très éloignés, et que je vous mets tout sur le même dessin. Alors là, oui, vous avez une courbure, et puis pas les mêmes entre les mêmes points. C'est ce qu'on appelle un effet de projection, c'est une ombre. Il ne faudrait pas confondre la proie et l'ombre. Mais il n'empêche que je vous l'ai dit plusieurs fois, l'espace-temps c'est pour une autre fois, cette vidéo est largement assez longue comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit passage dans l'univers parallèle des fourmis à deux dimensions, et je vous dis à la prochaine.